et bienvenue pour encore un nouvel épisode du Balado Voix, ma santé, mon métier. Je suis là avec Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Ingrid. Et comme d'habitude, aussi avec Krishna Martineau, enseignante. Bonjour Krishna. Bonjour Ingrid. Bienvenue à vous deux. Et moi évidemment, c'est Ingrid Verdocht. Je suis professeure à l'Université de Montréal, à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Alors, jusqu'à maintenant, on a abordé dans nos épisodes les origines des troubles de la voix. On sait maintenant qui il faut aller consulter si on pense qu'on a un trouble de la voix, un petit peu ce qu'on peut faire pour son hygiène vocale et sa santé vocale. On a aussi parlé du bruit, surtout dans notre dernier épisode, le bruit et l'impact du bruit sur notre voix, mais aussi sur l'intelligibilité de notre voix vis-à-vis des élèves. Mais dans cet épisode-là, moi, je vous proposais de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire concrètement dans nos milieux. Donc, dans le milieu de l'enseignante, à l'école, pendant qu'on enseigne, qu'est-ce qu'on peut faire pour sa voix? Est-ce que ça vous tente? Bien sûr. Et pour démarrer ça, je vous propose qu'on écoute Rachel Bousseral, qui est la chercheure de l'ETS qui nous a parlé précédemment du bruit. Et elle nous parle un petit peu justement de ce qui serait à faire dans les milieux. Même s'il y a des lignes directrices sur comment traiter acoustiquement une salle de classe pour qu'elle soit agréable, souvent c'est trop coûteux ou c'est fait après la construction. Et souvent ça limite le genre d'amélioration qu'on peut avoir dans ces chambres-là. Donc souvent même les salles de classe régulières dans les écoles, même ces salles-là ont un peu trop de réverbérance et c'est pas agréable. Dans les salles de classe, il y a plus de bruit qu'on va entendre comme genre le système de ventilation. Et si c'est une école qui est dans une ville, on va entendre le trafic qui est à l'extérieur. Qu'est-ce que les enseignants peuvent faire dans cette situation-là? Je trouve que c'est plus qu'est-ce que l'école peut faire, honnêtement, parce que c'est les enseignants, eux, ils ont pas beaucoup de choix, en fait. Eux, ils ont un travail à faire, c'est d'enseigner leurs élèves, mais ils ont pas vraiment autre que dire aux élèves de pas parler trop ou genre de faire des choses comme ça. Ils ont pas vraiment le contrôle sur l'acoustique du gymnase. On peut demander à l'école de faire un effort de construire des chambres puis des gymnases qui sont plus acoustiquement traités pour que ça soit pas si bruyant que ça, pour que ça soit pas si réverbérant que ça. Mais l'enseignant, il ou elle, qu'elles peuvent faire, c'est vraiment peut-être avoir une bonne hygiène vocale, genre de bien pratiquer des exercices pour s'assurer que leur voix est en bonne santé, d'avoir des moments de repos aussi, c'est très important, de pas juste reposer les oreilles, mais de reposer aussi la voix, pour donner une chance au système de régénérer, genre. Voilà, je voulais qu'on commence par écouter ce bout-là parce que Rachel, elle fait un constat qu'il y a certains éléments sur lesquels les enseignantes peuvent pas agir. C'est pas les enseignants qui vont pouvoir modifier la réverbération de leur salle de classe, par exemple, diminuer le bruit de trafic à l'extérieur. Mais puis après, elle dit, mais elles peuvent dire aux élèves de pas parler, par exemple. Et j'imagine qu'il y a quand même des techniques beaucoup plus avancé que juste dire aux élèves de pas parler et que vous utilisez justement des techniques de gestion de classe. Et Krishna, moi, je serais super curieuse d'entendre ce que ça représente pour toi, la gestion de classe, ce que ça veut dire. Oui, donc c'est sûr que la gestion de classe est vraiment importante pour le niveau de bruit dans la classe. Donc, c'est de mettre en place des choses assez rapidement en début d'année avec les élèves pour que ça fasse partie des routines. Parce qu'on le sait qu'avec les enfants, ça demande des routines, ça demande la mise en place de choses qu'on pratique, qu'on modélise, qu'on explique aussi. Parce qu'un enfant qui comprend bien le pourquoi on fait ça, si c'est pour protéger la voix de notre prof, ben on a peut-être plus envie de s'investir que de se faire dire tout simplement, ben il faut être en silence. Donc, s'il y a une explication derrière tout ça, je pense que ça peut les mettre dans le coup davantage. Puis, dans des trucs un peu plus concrets,
il y a l'organisation de la classe, de voir comment on aménage les bureaux. Est-ce que c'est des équipes? Est-ce que c'est pas des équipes? Parce que ça aussi, ça peut générer peut-être un petit bruit de fond. Les enfants ont envie de se parler entre eux quand on explique des choses. Donc, c'est vraiment des petites choses à la base comme ça dans l'organisation là, de physique là, de la classe. De mettre en place certains signaux visuels, puis des signaux aussi audio, mais autres que par la voix. Donc, de voir est-ce qu'on utilise une petite clochette, est-ce qu'on utilise un carillon qui est quelque chose de doux, donc qui rappelle que, OK, ça veut dire qu'on a un rassemblement, ou bien qu'on a une explication à recevoir de l'enseignante. Puis pour ma part, je sais que le matin, j'écris souvent au tableau les consignes du matin, donc après ton sac, là, je m'attends à ça, où on commence par telle matière, ça va te prendre tel matériel. Je mets des petites images au TNI là, pour que les enfants sachent quoi faire. Mais il y a déjà des routines établies aussi, que quand cette routine-là est faite, tu te mets à lire quelques minutes, ça me laisse le temps de prendre les présences, puis de m'organiser, puis je sais que les enfants sont prêts à être à l'écoute. Anne-Marie? Ben moi, j'aime bien ça, Krishna, quand tu dis... tu sais, que les enfants, si on leur dit que c'est pour protéger la voix de leur enseignant, ils vont comprendre. Mais moi, ça, c'est souvent quelque chose que je suggère à mes clients. Je leur dis, vous pouvez leur parler, leur dire que la voix, c'est précieux. Parce que eux aussi, ils en ont une. Hein? Comme on leur fait faire de l'activité physique à l'école, comme on est, en tant qu'enseignant, vraiment aux premières lignes pour beaucoup de saines habitudes de vie. Mais moi, je pense que quand on est touché par un trouble de la voix, c'est le temps de faire justement partie de la solution, de dire ben notre voix, elle est fragile quand même. On a des muscles qui travaillent, on doit la protéger. Donc, quand on parle trop fort, quand il y a trop de bruit, ça peut endommager notre voix. Ça joue sur les dommages que ça peut avoir sur la voix. Fait que moi, souvent, c'est un conseil que je donne. Moi, je donne pas de conseils en termes de gestion de classe parce que c'est pas à moi, c'est pas mon travail. C'est les enseignants qui trouvent des solutions à ce que moi, je leur propose. Souvent, moi, je leur fais plus, je leur explique c'est quoi l'impact du bruit sur leur voix. Puis après ça, les enseignants me disent ou comment eux, ils fonctionnent dans leur classe. Je dis, est-ce que vous avez l'habitude de donner des consignes à haute voix? Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Fait que je les amène vers une réflexion d'identifier parce que souvent, ils identifient pas ce qui pourrait être dangereux ou qui pourrait être nuisible. J'ai envie de revenir sur ce que Krishna disait justement avec d'autres comportements audio, où tu disais d'autres comportements sonores, mais qui sont pas vocaux et auxquels peut-être on pense pas toujours, ou tout le monde l'utilise pas toujours, mais qui pourraient préserver la voix. Et on a justement un témoignage et même un enregistrement d'une enseignante, Audrey, qu'on a déjà entendu, je pense, dans le balado, et une de ces techniques. Je vous propose de l'écouter. C'est comme là, on est en la fin de l'année, là, mais moi, pour avoir leur attention, souvent, je parle pas, là, je fais mon tapement de main, ils doivent suivre mon rythme. Ouais, on l'a entendu. Mais là, vous voyez, ça marche plus vraiment. Puis, on a tout analysé. Pourquoi je fais ça? Mais parce que tu dois lâcher ton crayon. Donc, mettre pause à la tâche. Puis là, je prends souvent le même rythme. C'est peut-être ça qui marche moins bien, mais tu dois être attentif. Tu dois comme me regarder, être attentif au rythme que je donne. Et donc, tu me regardes. Fait que t'es comme déjà en position d'écoute. T'as juste arrêté de taper des mains, t'as plus de crayon, t'as les yeux qui regardent devant. Fait que ça, c'est pour ma voix que j'ai fait ça. Je suis un peu triste. Oh, qu'est-ce qui te rend triste? Ben, je suis un peu triste quand t'as dit, ben là, c'est la fin de l'année, ça fonctionne plus vraiment. C'est comme s'il y avait eu une habituation à la technique de gestion de classe. Krishna, c'est-tu quelque chose que vous observez ou vous êtes capable de poursuivre une constance là à travers l'année? Ben, je pense qu'à travers l'année, il y a moyen d'avoir cette constance-là, mais en fin d'année, il y a certains comportements qui régressent malheureusement là, avec peut-être l'anxiété de séparation avec les adultes, puis la fébrilité dans l'air là, de la fin d'année. Donc peut-être que c'est ça qui peut expliquer là, le fait que ça marche moins bien, mais je pense quand même que c'est une bonne stratégie qu'elle avait là, de
de lâcher Ça, le oui. crayon, puis de regarder, donc d'être attentif parce qu'on regarde la personne qui va parler. Mais j'avoue que c'est un peu triste de voir que ça s'essouffle là, à plus long terme. Là. Mais c'est peut-être d'avoir une variété aussi là, de choses pour une tâche. Ça peut être les lumières qu'on peut utiliser, ça peut être un décompte avec les doigts, donc un repère visuel. On pourrait écouter une autre enseignante on a plusieurs vraiment témoignages avec justement diverses techniques. Et on pourrait écouter Audrey justement de nouveau qui nous parle d'autres techniques qu'elle utilise. Ben là, c'est ça. Vous êtes venus me voir parce que dans les dernières semaines, c'est vraiment difficile pour ma voix. Mais oui, mais ça m'arrive tout le temps, en fait. À chaque année, c'est juste ma 2e année, mais même quand j'étais joueuse de volleyball, je finis toujours par perdre ma voix. Mais je pense que je parle fort. Je me suis rendu compte que je parlais beaucoup parce que j'ai perdu ma voix puis j'ai fait des journées sans parler qui ont été très bien. Je pense qu'à long terme, les enfants auraient eu des comportements pas aussi idéal que ce que j'ai vécu. Mais je me rends compte que je parle beaucoup trop. Tu sais, je dis trop de compliments positifs, trop de rétroactions, trop de what. Tu sais, je suis vraiment dans le j'y ramène tout le temps. Puis je pense que ça me prend beaucoup d'énergie à moi, qui est peut-être pas nécessaire pour avoir des comportements attendus. Tu sais. Ça, j'ai réalisé ça. Je module beaucoup plus ma voix. Là, tu sais, quand je les sens super distraits, je me mets à parler vraiment moins fort. Puis ça, évidemment, ça capte leur attention. Mais je trouve qu'ici, dans un milieu, puis je pense que c'est pas le seul, là, dès que tu sors un ton de voix beaucoup plus fort, c'est dommage, là, mais il écoute. Tu sais, comme la discipline sévère, ouais. Ça, moi, je trouve ça un peu triste, mais j'essaie de le faire le moins souvent possible. Mais c'est sûr que ça nous arrive. Elle a quand même des belles prises de conscience là, sur ses interventions auprès de ses élèves. Mais moi, je reviendrai avec le lien d'attachement avec les enfants qu'on établit beaucoup en début d'année, autant que les routines puis l'implantation là, du fonctionnement de la classe. Mais de prendre le temps de saluer les élèves le matin, au-delà de dire des wow puis des bravos puis tout ça, là, d'aller dans des choses qui sont plus concrètes pour l'enfant puis qui se rattachent vraiment à l'enfant. Donc, puis ta partie soccer hier, donc de vraiment créer ce lien-là pour que le respect s'installe entre l'enfant et l'enseignant. Puis à ce moment-là, ça peut régler certaines situations de gestion de comportement qu'on dit négatifs, là, donc où l'enfant a envie là, de faire autre chose, alors que s'il est attaché à son enseignant, s'il a envie de participer là, à protéger sa voix là, parce que ça a été nommé, je pense que ça peut aider là, beaucoup. Puis au même titre que l'enseignant, quand l'élève est attaché à lui ou à elle, si l'enseignant fait juste passer à côté, mettre sa main sur l'épaule, donc avoir un effet de proximité chez l'enfant, ça peut gérer son comportement qui serait dérangeant. Donc, tout simplement par la présence plus active là, de l'enseignant au lieu de rester en avant, mais de vraiment circuler dans la classe, puis ça épargne là, de certaines interventions vocales. Wow, Krishna, tu m'apprends plein de choses. J'aime ça quand on parle du lien d'attachement. Tu sais, ça, j'avais jamais pensé à ça. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que encore là, je suis encore triste de cet extrait-là. Hein? C'est mon mood de la journée. C'est mon mood de l'épisode. Je suis triste parce que je la sens comme très... oui, elle a des belles prises de conscience, mais je la sens qu'elle sent coupable un petit peu. Tu sais, comme... tu sais, la discipline, ça fonctionne, mais je peux pas le faire. Je le fais pas. Mais moi, je dis toujours, en intervention avec mes clients, mes enseignants, je leur dis toujours, si ça fonctionne, ben, il faut pas se sentir coupable de le faire une fois de temps en temps. Parce que c'est pas un comportement qui va arriver une fois de temps en temps qui est nécessairement nocif. On sait que c'est un comportement mauvais, mais si on l'utilise d'une belle façon et que c'est pour intervenir, pour reprendre le contrôle de notre classe et qu'on a d'autres moyens, comme Krishna nous a présenté, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, je trouve que ça peut faire partie d'une façon d'intervenir, mais ça doit être modéré. Donc là, je pèse vraiment mes mots. Je dis pas crier tout le temps, c'est vraiment pas ça. C'est juste, si ça fait partie des solutions que vous voulez avoir, ben vous pouvez l'avoir en autant que ça soit travaillé dans une question de modération là, avec d'autres qui peuvent être plus récurrents que celui d'avoir une voix plus forte. Comme l'utiliser un peu
pas de dernier recours, mais oui, de dire que ça, c'est une situation peut-être plus extrême, plus urgente, mais de pas toujours utiliser cette stratégie-là. Exactement. Et de quand on a besoin de l'utiliser, de pas se sentir coupable de l'utiliser. C'est surtout ça que je veux pas qu'il vienne avec. Parce que la culpabilité, pour moi, tu sais, c'est un problème de voix, c'est un problème dans le geste moteur. C'est pas nous qui voulons blesser nos cordes vocales volontairement. C'est pas ça qui se passe, là. Il y a certaines personnes aussi qui sont plus fragiles à perdre la voix. Donc, c'est sûr que cette Audrey-là, probablement qu'elle fait partie des personnes plus à risque, contrairement à d'autres enseignants qui la perdent peut-être moins souvent ou moins fréquemment. Oui, c'est sûr qu'il y a un facteur individuel aussi dans notre susceptibilité à développer un trouble. Donc, comme tu dis, Anne-Marie, cette culpabilité, on veut pas que nos clientes, patientes se sentent coupables d'avoir développé un trouble de la voix. Oui, on peut aider un trouble de la voix en changeant de comportement, mais on n'est pas responsable, seul et unique responsable d'avoir mal agi, et donc forcément on développe un trouble de la voix, et donc tant pis pour toi, t'avais qu'à faire attention. C'est pas ça l'approche. Mais au-delà de ça aussi, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on met en place dans la classe. Il y a des choses, par exemple, comme moi cette année en gymnase aussi, l'utilisation du sifflet, l'utilisation de certaines routines ou de gestes ou d'endroits ciblés, de dire que on est en position d'écoute sur la ligne verte. Mais les enfants s'habituent à ces choses-là qui ont été mises en place, qui font partie un peu des règles de vie. Puis quand on parlait que oui, il y a le milieu de classe, mais il y a le milieu école. Donc, il y a des choses à mettre en place qui reviennent d'année en année, qui peuvent être établies dans le code de vie par le comité école. Donc, ça, au moins, c'est qu'il y a une continuité de la maternelle jusqu'à la 6e année. Donc, ça fait en sorte que les enfants sont pas déroutés à savoir, là, ça fonctionne comme ça dans telle classe. Puis là, l'année suivante, il y a d'autres choses qui sont mises en place. C'est des choses de base qui sont mises pour l'école entière. On va revenir là-dessus. C'est super intéressant ce que tu dis là, Krishna, parce que plus tard dans l'épisode, j'aimerais qu'on parle justement de choses qu'on peut faire plus globalement au niveau de l'école. Donc, je retiens ça. Tu parlais du comité de vie école. C'est comme ça toutes les écoles ont un comité comme ça? La plupart des écoles ont des codes de vie, là. C'est peut-être appelé différemment, là, dans certaines écoles, mais c'est les règles générales qui sont mises souvent dans l'agenda, qui sont lues en début d'année, expliquées, puis que les parents ont approuvé aussi, là, au conseil d'établissement. Donc, c'est des choses qui ont été mises vraiment, là, pour chaque école, mais qui se ressemblent quand même pour la plupart des écoles. Mais j'ai entendu, il y a une école, ça m'a vraiment interpellée, qui ont appelé ça un mode de vie. Donc, au lieu d'être un code de vie, là, comme le code de sécurité routière, c'est vraiment un mode de vie plus pour implanter des bonnes habitudes un peu de vie, mais dans les consignes qui sont données, parfois peut-être plus à la positive aussi, là, que de dire de ne pas courir, de ne pas crier, mais c'est souvent tourné plus. Ouais, c'est ça. Donc, axé sur le comportement attendu ou les choses qui devraient être mises en place pour que le fonctionnement soit plus agréable et bienveillant dans l'école. Et je pense que le niveau de bruit aussi fait partie de ça, là, de rendre une école saine, où c'est intéressant d'y vivre, là, parce qu'on est là quotidiennement, donc de savoir que c'est pas trop bruyant dans l'école, dans la bibliothèque, dans les lieux communs, ça rend les journées plus agréables pour les enfants qui sont quand même plus sensibles que certains adultes. Totalement. Ça résonnait pour moi aussi dans ce que Audrey disait, avec ce on a entendu coach Nadine nous dire qu'en début de sa carrière d'enseignement de la natation, elle utilisait aussi beaucoup de rétroaction et d'encouragement, et puis qu'elle s'est rendue compte à un moment donné que c'était peut-être pas nécessaire d'avoir cette rétroaction-là constante pour obtenir les comportements qu'elle recherchait chez ses nageurs. Puis on entend, je trouve, Audrey dire exactement la même chose. Et je me dis, il y a certainement aussi une question d'évolution constante. On apprend sur le tas malgré tout. On peut pas tout apporter avec soi quand on arrive juste après son bac, sa formation. Et à ce sujet-là, je voulais vous proposer aussi d'écouter le témoignage de Stéphanie, qui, elle, est enseignante d'éducation physique et qui parle de sa gestion de classe, justement. Au départ, quand on est un jeune enseignant, on a tendance à vouloir parler plus fort que les élèves pour avoir l'attention.
Puis à un moment donné, quand tu as des problèmes que tu peux plus, là, tu chuchotes. Puis là, tu te rends compte que quand tu chuchotes, les élèves baissent le volume pour t'entendre. Fait que ça fait automatiquement descendre le niveau sonore dans le gymnase. Fait que ça change un peu là-dessus parce que maintenant, quand, mettons, ça parle partout puis ça écoute pas, j'essaie pas de crier par-dessus pour avoir le silence. Je m'assois puis j'attends. Ou bien j'écris au tableau une longue phrase tranquillement. Fait que là, les élèves essaient de me suivre pendant que j'écris. Puis là, ils lisent, je les entends lire. Les amis, j'attends votre silence. Fait que là, tu sais, c'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le lisent. Fait que là, tout le monde arrête de parler parce qu'ils savent ce que je veux. J'ai comme trouvé des alternatives sans monter la voix. C'est sûr que dans le métier que j'ai, ça bouge toujours dans mon gymnase. Donc, des fois, il y a des choses de sécurité. Tu sais, l'ami qui est pendu après le panier de basket, je peux pas y dire doucement, Julien, débarque. Tu sais, là, c'est, hey, débarque! Puis là, je sais, j'aurais pas dû faire ça. Je viens de me rendre compte que là, je viens d'amplifier ma douleur. Fait que c'est quand j'ai à monter la voix subitement que c'est plus difficile. Et en gestion de classe, généralement, normal. Plus les enfants parlent fort, moins je parle fort. C'est plus, ça économise. Mais c'est pas juste le volume, c'est aussi la quantité. Et là, je parle pas fort, mais à la fin de la rencontre, je vais en parler beaucoup, puis ça va se ressentir aussi. On essaie de limiter. Tu sais, si j'ai une voix fatiguée, ben je vais changer ma planification pour que, mettons, lundi, mardi, mercredi, j'ai des cours plus demandants. Jeudi, vendredi, ça va être des cours qui me demandent de moins parler. Ou bien je me lève le matin, j'ai trop mal, ben je vais changer ma journée. Je vais dire, OK, aujourd'hui, il faut que ce soit une journée où je parle pas. Fait que je vais changer. Si je sais que mon jeu aurait demandé trop de voix, là, je vais l'adapter. Ben moi, j'ai trouvé ce témoignage-là pas triste, là. Non, je trouve que c'est comme une belle... On dirait que ça met en valeur tout ce qu'on vient de discuter. Tu sais, comme elle aussi fait preuve de culpabilité quand elle élève la voix, mais elle a plein de solutions qui utilisent pas la voix. Puis tu sais, elle met vraiment beaucoup... la responsabilité sur ses élèves, hein, tu sais, comme ils vont lire en même temps que moi, tu sais, fait que je trouvais ça vraiment super intéressant. Et elle a aussi une belle gestion de ses difficultés vocales, tu sais, de sa charge vocale. C'est ça que j'ai aimé aussi. Tu sais, elle l'a dit, le jeudi, vendredi, je vais faire moins de tâches vocales. J'ai aimé ça, cette réflexion-là. Ça veut dire que, tu sais, elle a quand même réfléchi à c'était quoi pour elle une charge vocale, et elle le dit, c'est pas nécessairement l'intensité, mais c'est aussi la quantité. Hein? Juste une entrevue qui la fait parler un peu plus longtemps, c'est une charge vocale pour elle. Donc, j'aime vraiment ça. Elle a vraiment fait un travail sur c'est quoi pour elle qui lui cause des inconforts, qui lui cause de la douleur, et de bien gérer tout ça, c'est... Ouais. Wow. Ben, elle fait une bonne analyse. C'est ça. C'est une belle analyse là, de sa pratique puis de son utilisation. Et elle arrive, dans son discours, on entend vraiment comme il y a un arrimage complet entre ses approches pédagogiques, sa gestion de classe et sa gestion vocale, en fait. Donc, c'est comme un tout où il y a l'un qui nourrit l'autre, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et moi, ben le mot qui me vient en tête là, pour ça, c'est le mot l'adaptation. Je trouve qu'il s'adapte énormément. Puis avec les années, quand on enseigne aussi, on arrive à faire des rétroactions qui sont différentes du début de carrière, où c'est plus axé, justement, comme je disais tantôt, là, les wow, bravo, c'est des rétroactions qui sont un peu vides de sens. Dans le sens que oui, ça peut être motivant d'entendre ça, de dire OK, c'est vraiment positif, je fais bien ça. Mais si on donne des rétroactions qui sont plus ciblées, donc de limiter le type d'intervention qu'on fait, mais de cibler sur est-ce que c'est un geste moteur qu'on veut changer, est-ce que c'est ça qu'on attend de l'élève, donc de vraiment donner une information qui va dicter qu'est-ce qui est attendu de la part de l'élève, puis ça permet aussi là, de faire des meilleurs choix pédagogiques dans ce qu'on dit aux élèves. Mais c'est ça votre travail, justement, c'est que ces rétroactions-là deviennent pédagogiques. Exact. Qu'ils soient pas juste comme un animateur de 15 jours qui va juste motiver ses troupes, là. Non. Tu sais, vous êtes des pédagogues, vous êtes des gens qui aident ces enfants-là à grandir. Toute la pédagogie, vous, c'est ça, la science de l'éducation, c'est vous qui l'avez, justement. C'est pour ça que moi, la responsabilité est partagée entre moi, l'orthophoniste, je vais t'expliquer, je vais te mettre en perspective les facteurs qui jouent sur ton trouble de voix,
Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est pas à moi, parce que je ne connais pas la science de l'éducation, c'est à toi, le professeur, l'enseignant, de trouver une façon justement de bien faire l'arrimage. Là. J'ai aimé ça, Ingrid, quand t'as utilisé ce mot-là, là, entre justement la gestion de classe et la gestion du trouble de voix. Là. Et moi, je vous propose de réécouter encore une fois Audrey pour voir comment... C'est intéressant avec Audrey parce que c'est une jeune enseignante. Elle démarre sa carrière d'enseignante et comment finalement aussi elle est dans ce processus d'adaptation dont tu parles, je pense, Krishna. Donc, je vous propose juste de lancer un des petits échantillons qu'on ait pour avoir votre retour après. Dans nos choix, oui, de période, là, à quel moment j'enseigne, à quel moment ils sont en travail autonome. Est-ce que je fais mon retour tout de suite, tu sais, ou je me sens un peu fatiguée? Même au début de l'année, je lisais beaucoup plus de livres, puis il y a des journées où je pouvais pas. Ben, je changeais ma planification parce que je me sentais trop fatiguée au niveau de la voix. Ouais. Puis, tu sais, lire une histoire, c'est vraiment le fun, là, mais on parle du début jusqu'à la fin, hein. C'est ça. Fait que ça, je pense qu'on prend je prends de plus en plus conscience. Mais je sais pas pourquoi je l'appelle. Tu sais, j'ai perdu ma voix suite à comme un petit rhume. Bon, là, je me suis dit, c'est le COVID, j'ai fait 90 tests. Et c'était pas ça. Mais là, tu sais, ça fait déjà... ça l'a fait 3 semaines. Tu sais, ça fait comme 2-3 semaines. J'ai pas encore été voir le médecin, là. Il faudrait peut-être, mais puis c'est même pas juste le son, là. J'ai mal. Ce qui me frappe dans ce que Audrey dit ici, c'est qu'en fait, ce qu'elle met en place, elle le met en place juste parce que elle a perdu sa voix. Donc, elle fait ces réajustements dont Stéphanie parle, qu'elle fait déjà quand elle planifie sa semaine. Donc, elle a comme intégré ces ajustements-là dans sa manière de penser, d'organiser sa classe. Alors qu'Audrey, elle, quand elle a perdu sa voix, c'est là que ça a été le déclic pour elle de penser à faire ce type d'ajustement parce que elle avait plus sa voix à sa disposition. Ben moi, je pense que ça fait partie encore tout ça de l'esprit que la voix, c'est un peu une partie d'identité cachée, tu sais, dans le sens que ça fait partie de nous, on la sent pas, on la voit pas, on l'entend, puis boum, quand elle part, ben là, oups, ok, c'est une réalité, c'est vrai, je l'ai. Alors, c'est difficile de prévenir quelque chose qu'on a déjà, tu sais, on a un peu parlé dans les autres épisodes, là. Alors que, comme Stéphanie, qui a probablement fait un cheminement plus long, qui est peut-être en mi-carrière, peut-être que là, elle, dans sa définition d'enseignante, sa voix, elle prend pas la même place qu'une jeune enseignante qui est plus axée sur vraiment, tu sais, tout ce qui est plus pédagogique dans sa partie enseignante. La voix n'était pas encore au cœur de son identité d'enseignante, là. Mais dans ce que tu dis, est-ce que ça veut dire que c'est une fatalité de développer un trouble de la voix? Si on est fragile sur le plan vocal en tant qu'enseignant, mais on va devoir passer par là. Tu vas devoir perdre ta voix pour développer des techniques qui vont finalement t'aider. Non, tu devrais écouter le podcast, ça va t'aider. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une fatalité. Parce que je pense que chaque personne, au fond de soi, donne une place ou non à sa voix. On peut toujours avoir vécu des fragilités sans nécessairement avoir eu des problèmes de voix. Mais, tu sais, à quel point on considère notre voix comme un outil. Moi, je pense pas que développer un trouble de voix, c'est une fatalité parce que la prévention, et tantôt, on parlait d'un mode de vie, tu sais, de bien travailler sa gestion de classe, puis pas juste sa classe, mais sa gestion de tout, là, tu sais, sa gestion de son horaire. Fait que la prévention, tout ça, ça fonctionne bien. Donc, je pense pas que c'est une fatalité si, au départ, en devenant enseignant, on est valorisé sur la voix, l'importance de la voix. Plus d'avoir conscience que la voix fait partie Exactement. de ce qu'on utilise, puisque des choses qu'on doit mettre en place pour la préserver, au même titre que la motivation. Donc, de dire comment je peux rester motivée, ben je fais ça, mais comment je peux faire pour garder ma voix, je fais différentes choses.
Et quelque chose d'intéressant aussi, c'est que quand on commence à réfléchir à des techniques de gestion pour préserver notre voix, ben ça peut nous amener vers des avenues créatives aussi qui finalement peuvent être intéressantes sur le plan pédagogique. Et Audrey nous fait part justement d'inventions comme ça qu'elle a mis en place pour préserver sa voix. Et j'aimerais bien qu'on l'écoute aussi. Ben, j'utilise Google Traduction avec la synthèse vocale. Je fais juste ça depuis les 3 dernières semaines. Puis, étonnamment, ça fonctionne vraiment bien. Parce qu'ils sont concentrés à regarder au tableau. En plus, ils lisent d'avance. Puis, ils voient tout mon processus d'auteur, là, parce que j'écris, là, je reviens, là, tu sais, comme, c'est minime, mais ils sont impressionnés par voir que, hey, Madame Audrey aussi, quand elle écrit un mot, elle se pose des questions, elle revient en arrière. Ça, c'est, tu sais, ils voient pas les questions que je me pose, mais ils comprennent que eux aussi, quand ils écrivent, c'est ça qui se passe, tu sais, ils effacent, ils reviennent. Fait que j'utilise la synthèse vocale. Puis ça ralentit le rythme aussi, chose qui est quand même, t'as l'impression de vraiment perdre beaucoup de temps, là, quand t'écris au lieu de parler. Mais ça fonctionne. Puis moi, là, ma première journée où je suis revenue, là, j'ai dit une seule phrase dans toute ma journée avec les élèves. J'ai utilisé juste la synthèse vocale. Puis là, la deuxième journée, inévitablement, j'ai fait plus de l'aide. Mais j'avais un tableau aussi effaçable. Ça, c'était vraiment chouette. Puis tous les élèves aimaient ça. Ils étaient comme « Ah, merci! » Puis, fait que, tu sais, c'est la preuve qu'on pourrait l'utiliser plus souvent. Ces outils-là que j'ai utilisés une fois que j'avais déjà mal. Ben, ça me fait penser que j'ai perdu la voix là, cette année, puis on devient créatif quand il y a quelque chose qui nous manque là. Puis moi aussi d'écrire au TNI là, j'écrivais, puis c'est un élève qui était mandaté là à lire ce que j'avais écrit, donc qui étaient des consignes très courtes là, donc de choses que je voulais faire aux élèves, mais j'ai aussi repensé à ma planif là. C'est sûr qu'une lecture interactive, là j'avais trouvé le livre sur l'ordi, puis là, c'était les élèves qui lisaient chacun leur tour une page. Donc, j'ai impliqué davantage les élèves à ce moment-là. Moi, je trouvais ça beau qu'elle découvrait... Mais finalement, quand elle le raconte, elle a l'air surprise elle-même que ça marche bien et que c'est quelque chose qui apporte des choses positives auxquelles elle n'avait pas nécessairement pensé avant de le mettre en place. J'ai l'impression qu'elle a vraiment mis en place pour protéger sa voix, puis elle en a tiré de bénéfices secondaires sur le plan pédagogique pour ses élèves. Qu'elle peut réutiliser à d'autres moments où elle n'a pas nécessairement de perte de voix, là, que ça peut être réinvesti comme méthode d'enseignement tout simplement. Oui, et comme méthode préventive pour ne pas perdre sa voix. Exactement. Ouais. Elle le dit, hein. Elle a dit, finalement, c'est des techniques qu'on devrait peut-être utiliser plus souvent. C'est peut-être pas ses mots exacts, là, mais elle a dit quelque chose dans ce style-là. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment tout ça dans l'esprit de prévention, c'est que ça repose pas juste non plus sur moi, en tant qu'enseignant, je vais donner moins de périodes où je vais utiliser ma voix jeudi, vendredi. Non, c'est tout au long de la semaine. Je vais faire des petites périodes justement pour décharger un peu ma voix avec toutes ces idées-là que vous avez. Et là, moi, je reviens vraiment à vos compétences d'enseignant, tu sais. C'est vraiment ça, c'est vous qui les avez, ces solutions-là, puis chacune individuellement aussi, mais tu sais, comme d'aller voir ses collègues, puis de se dire, ah, tu sais, ça t'était dû arriver de faire quelque chose d'une telle ou telle façon, tu sais, vraiment, c'est vous, là, la science de l'éducation, c'est vous qui la connaissez, là. Donc, c'est tout l'aspect du professionnalisme des enseignantes, là, donc de voir qu'il y a plusieurs méthodes pédagogiques, puis ça se limite pas juste à du magistral à l'avant, là. Donc, il y a beaucoup d'autres façons de fonctionner. Je prends des notes. C'est encourageant. Moi, je vois l'heure qui file. On avait dit en début d'épisode qu'on allait aborder plusieurs affaires pendant cet épisode-ci. Mais ça fait déjà plus de 30 minutes qu'on est occupé. Alors, je me dis, on va s'arrêter ici, puis on va refaire un prochain épisode pour aborder les trucs qui nous manquent, qu'on voulait aborder ici. C'est-à-dire, c'est des approches vraiment de mode de vie. Tu appelais ça tout à l'heure, Krishna, tu disais qu'il y avait une école qui avait appelé ça le mode de vie plutôt que le code de vie. Donc, qu'est-ce que les écoles peuvent mettre en place de manière plus globale pour la gestion sonore et soutenir alors la voix de l'enseignant indirectement à travers un climat sonore qui est meilleur?
et puis aussi les aides techniques qu'on peut avoir pour préserver notre voix dans un prochain épisode. Est-ce que vous êtes en accord avec ça, chère co-animatrice? Ben oui, certainement. Ça sera un plaisir de te retrouver. Avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on revienne justement sur vos mots de sagesse pour clôturer l'épisode. Vous restez avec quoi de tout ce qu'on a parlé ici? Et là, je compte sur vous. Là, tu es meilleur que moi. T'es plus sage que moi, je crois. Ben, je vais revenir au mot que j'ai utilisé tantôt. L'adaptation qui, par la bande, toucherait peut-être le mot flexibilité. Donc, c'est d'avoir une certaine façon de voir les choses, d'avoir une certaine ouverture là, sur OK, là, ça m'arrive ou OK, je veux pas que ça m'arrive, donc de perdre la voix. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Puis comment je peux impliquer les élèves? Parce qu'il faut pas les oublier. Ils sont capables de nous aider à faire attention à nous. Ça fait penser à la petite fille qui est venue te suggérer de baisser le ton. Ouais, dans l'épisode précédent. Anne-Marie, tes mots de sagesse à toi. Mais moi, je vais rester orthophoniste dans mon mot de sagesse. Je vais vraiment parler de l'importance de la prévention, hein, puis de voir vraiment que avec des bonnes stratégies de prévention, justement, on peut comme vraiment diminuer notre charge vocale, diminuer notre fatigue vocale, tout ça dans un esprit que vos techniques d'enseignement, vos techniques de gestion de classe vont être tout aussi efficaces qu'elles peuvent être lorsqu'elles sont traditionnelles, justement. C'est de se faire confiance, faire aller sa créativité derrière tout ça pour justement prendre soin de sa voix avant qu'elle ne devienne plus problématique. Est-ce que tu es encore triste? Non, ça va. Parce qu'on dirait qu'on a fini sur on dirait qu'on est allé plus sur une finale encourageante là, vers, tu sais, comme les techniques créatives, tu sais, puis Krishna a parlé de l'adaptation, là, tu sais, l'attachement aussi. Fait, je trouve que non, c'était plus les témoignages qui me rendaient triste que l'épisode en soi, les témoignages. Moi, je retiens le mot collaboration et travail d'équipe. Et travail d'équipe entre les enseignantes et les élèves, c'est une sorte d'équipe, mais aussi le travail d'équipe vraiment entre l'orthophoniste et puis l'enseignante qui viendrait consulter pour un trouble de la voix. Et on l'a déjà dit plusieurs fois au cours de nos épisodes, c'est pas une pilule. L'orthophoniste ou l'ORL donne pas une pilule et puis ça passe. C'est une modification de comportement. Et à travers cet épisode aujourd'hui, je trouve que ça ressort vraiment fort que c'est un travail qu'on fait ensemble, où les deux sont actifs. Anne-Marie, toi, t'avais déjà parlé de, je sais plus comment t'avais dit ça, je fais signer un contrat. C'est pas vrai que tu vas venir dans mon bureau et puis pas t'engager et travailler. Mais là, on voit que c'est deux experts qui travaillent ensemble. C'est l'orthophoniste qui est expert de son métier, de la voix, de la santé vocale, mais c'est l'enseignant qui est expert de ce qu'on peut faire dans un milieu scolaire, des techniques qui existent, de ce que c'est la relation avec les élèves. Donc, je trouvais ça vraiment beau d'entendre vos expertises respectives, vos expertises respectives, et de vraiment entendre à travers les témoignages comment ça s'articule dans la vraie vie. Alors, je vous dis un super gros merci pour cet épisode-ci et rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Bye bye. Vous venez tout juste de terminer le 7e épisode du balado Voix, ma voix, ma santé, mon métier, formé par l'équipe de la professeure et chercheure Ingrid Verdoc en collaboration avec la Centrale des syndicats du Québec et l'Université de Montréal. Aujourd'hui, les animatrices ont discuté des stratégies de gestion de classe, des défis acoustiques liés au bruit dans les salles de classe, au rôle de l'orthophoniste comme soutien à l'enseignant-enseignante, la gestion de la charge vocale et une approche citoyenne de gestion de l'environnement sonore, initiative de Pascal Godet. La semaine prochaine, au Balado Voix, nous aborderons le thème des technologies en lien avec la voix.
Nous avons le plaisir de vous annoncer également que le Balado-Voix est offert sous forme de formation continue. Vous trouverez les détails à ce sujet dans la barre de description, ainsi que les liens vers nos médias sociaux. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 8. Bye bye!